Bordeaux tient depuis plusieurs années à mettre en avant les héritages culturels et sociaux des personnes issues de la traite négrière. C'est pour cela qu'une statue de l'ancienne esclave Alpoécie, aussi connue sous le nom de Modeste Testas, érigée en mémoire du passé colonialiste de la ville, a été installée sur les quais de Bordeaux en 2019. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2021, une dégradation a été commise sur cette statue. Une dégradation immédiatement attribuée au racisme par la mairie de Bordeaux et de nombreuses associations. L'une d'entre elles, l'association Mémoire et Partage, avait même eu le temps d'envisager de déposer plainte, dénonçant un sabotage profondément révoltant. Néanmoins, le 14 septembre 2021, elle s'est révélée être un moulage effectué par un étudiant en art sans aucune autorisation, a annoncé la ville qui avait porté plainte contre cet acte vraisemblablement raciste. En effet, la statue en bronze représentant, à l'échelle humaine, une esclave achetée par deux frères bordelais au XVIIIe siècle, puis affranchie, avait été découverte, badigeonnée de plâtre jusqu'au buste. La ville de Bordeaux a expliqué qu'il ne saurait accepter et cautionner cette initiative isolée et pour le moins malheureuse qui a heurté nombre d'observateurs attachés à la mémoire que représente cette statue. L'étudiant en art, qui a souhaité rester anonyme, a affirmé qu'il réalisait un travail sur l'héritage colonial et esclavagiste de la ville. Le caractère inviolable des œuvres d'art et des monuments présents sur l'espace public et le strict respect qu'il leur est dû. En particulier, ceux honorant la mémoire de victimes de crimes contre l'humanité. Mémoire et Partage a porté plainte contre l'auteur de ce qu'il qualifie comme un délit, malgré le caractère artistique avancé par l'étudiant. En effet, on pourrait caractériser les faits par une appropriation de l'œuvre de la part de l'auteur, plutôt que par une dégradation recouvrant des motivations racistes. Pour une association comme Mémoire et Partage qui fait de la reconstitution historique, la reconstitution des événements historiques, pour eux, en fait, c'est vraiment un acte raciste, en fait, de venir mettre du plâtre, ou bien comment il a fait, de venir le faire sur une statuette qui représentait dans le passé une esclave, en fait. En soi, c'est une association qui fait de la reconstitution historique, de l'éducation populaire, que ce soit pour des Africains, que ce soit pour des personnes qui ne sont pas africaines, etc. Dans cela. Et après, peut-être faire des conférences, faire comment on va dire, de l'éducation populaire pour justement expliquer aux gens le pourquoi cette statue, elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait avant, quand est-ce que ça s'est passé, etc., etc. Pour que voilà, les gens, pas qu'ils soient au courant, mais que les gens soient mieux informés, en fait. L'association demande à la ville de Bordeaux de, selon ses mots, renforcer la sanctuarisation de cette statue par une signalétique et une délimitation suffisamment informative sur le sens de ce lieu de mémoire. La muséification des œuvres de l'espace public ne nuit-elle pas à leur objectif premier d'appropriation par le public ? Là où l'interprétation du spectateur est l'apanage de l'art contemporain, faut-il davantage de médiation autour des œuvres relevant du devoir de mémoire ? On peut mettre en avant les visites guidées proposées par Cartadeo sur le patrimoine de Bordeaux et son passé colonial et esclavagiste. Bordeaux Nègre, c'est également une volonté d'informer les habitants, comme les touristes, sur le devoir de mémoire, de donner un autre regard sur le patrimoine bordelais. Alpoécie, originaire d'Afrique orientale et devenue Modeste Testas du nom de son propriétaire bordelais, donne désormais un visage aux 150 000 esclaves déportés lors des expéditions au départ de Bordeaux entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il m'arrive de temps à autre de me demander pourquoi j'écris. J'écris parce que j'ai confiance en la force magique de la littérature. La littérature est capable de soulever la terre à l'aide d'une poignée de mots simples mais vertigineux. La littérature fascine l'être humain, le lecteur, au-delà des temps, au-delà des générations, au-delà des religions, au-delà des couleurs. La littérature n'a pas de sexe.
Elle est reine dans une langue maternelle, mais reine aussi dans les autres langues à travers la traduction. La bonne littérature n'a pas de pays, n'a pas de nationalité. Elle est en voyage permanent. Elle a les pieds dans des sandales en vent. Elle n'est pas prisonnière de géographie, pas de frontières, comme l'âme. La littérature n'a pas de couleur, mais elle est multicolore. Amin Zaoui. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui parler de littérature. Je vous propose d'embarquer en direction du continent nord-américain, un continent rempli de mythes et d'histoires, d'auteurs et d'écrivains qui inspirent les nouveaux récits. Ce dont je veux vous parler, c'est l'un des lieux les plus épiques. Il influence depuis des générations le cinéma, les livres et les pensées. Bienvenue au mythique fleuve du Mississippi. C'est à la fin des années 80 qu'Eddie L. Harris a descendu pour la première fois en canoë et en solitaire le grand fleuve américain. Il a tiré de cette aventure unique son récit Mississippi Solo, devenu un classique des récits de voyage. 30 années plus tard, l'écrivain américain a réitéré l'expérience. Son nouveau livre, Le Mississippi dans la peau, nous offre l'occasion de repartir avec lui, toujours au rythme de sa pagaie, pour redécouvrir le fleuve de manière immersive et captivante. Un fleuve à la fois superbe et destructeur, un fleuve chargé d'histoire, de malheur et de beauté. Petit point contexte. Après les fleuves de l'Amazonie et du Congo, le Mississippi est le troisième plus grand fleuve du monde. Son nom signifie le père des eaux en amérindien. Il prend sa source dans le lac Itasca, situé au Minnesota, dans le nord des États-Unis. Il y a 10 États et des cités comme Minneapolis, Memphis, Saint-Louis et même la Nouvelle-Orléans. Le Mississippi a une longueur de 3780 km et sa superficie totale est de 3 238 000 km², soit un tiers du territoire américain et plus de 6 fois la France. Le Mississippi finit ainsi sa course dans le golfe du Mexique. Avant toute chose, revenons rapidement sur le passé du fleuve et des États-Unis. Le Mississippi était autrefois habité par les Amérindiens, dont les premières traces remontent à plus de 11 000 ans. Les différentes régions et villages communiquent par la voie du Mississippi, à l'aide de pirogues. Jusqu'à l'arrivée des Européens qui bouleversent totalement la vie et l'histoire du pays tout entier. Car le fleuve est une source précieuse de commerce et d'économie. Les Européens ont également apporté avec eux de nombreuses maladies qui déciment une grande partie des Amérindiens vivant sur leurs terres. S'ensuivit la mise en place de plantations comme le coton et de l'esclavage avec le célèbre commerce triangulaire. Ce passé a indéniablement fait l'objet d'une multitude de récits, d'histoires d'esclaves, de films et de livres qui ont alimenté le mythe du grand fleuve du Mississippi. On peut en effet citer l'histoire de Tom Sawyer, écrit par Mark Twain, qui a en partie inspiré Eddie Harris. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. L'auteur de Mississippi dans la peau connaît très bien le fleuve. En effet, il est originaire des États-Unis. Eddie Harris est né à Indianapolis mais a grandi à Saint-Louis. Il a toujours connu ce fleuve à travers les promenades de son enfance. Mais c'est à l'âge adulte qu'il a décidé de partir à l'aventure sur le fleuve. Il se lance dans son premier voyage en canoë à la fin des années 80. C'est 30 ans après sa première expérience, 30 ans après une immersion totale avec soi-même, qu'Eddie redescend le fleuve à coups de pagaie. Pour son deuxième voyage, ce n'est pas l'exploit qui l'intéresse. Il n'a rien à se prouver. Il a déjà réussi une fois. Ce qu'il souhaite, c'est voir l'évolution du fleuve, du pays, des populations durant le temps passé. Car le fleuve a changé, le pays a changé, et Eddie aussi a évolué. Il nous raconte qu'il y a deux choses qui ont principalement changé. Premièrement, c'est du côté du fleuve que les changements sont très visibles. Par rapport à la fin des années 80, le fleuve est beaucoup plus propre. Il y a des efforts de nettoyage.